Nouvelle pause donc de la Fed qui a gardé ses taux stables hier dans cette fourchette 5,25% à 5,5% pour ses taux directeurs. Vincent Juvin, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Décision prise à l'unanimité des membres de la Fed. On l'a appris hier. Preuve que c'est la bonne décision quand une décision est prise à l'unanimité. Je le pense sincèrement. Je pense qu'aujourd'hui, la Fed a bien resserré la vis monétaire ces derniers mois, alors de manière quand même importante, il faut le rappeler. Mais bon, le but était évidemment de contraindre l'inflation, de la faire baisser. Or, aujourd'hui, depuis plusieurs mois, sur l'inflation sous-jacente, on voit qu'il y a une tendance baissière qui est très très claire. On est quand même à 4,5 sur l'inflation sous-jacente aux États-Unis. Elle baisse, la trajectoire est bonne. Sur l'inflation CPI, on était avant l'été retombé sur les 3%. Donc je pense qu'elle se permet d'ailleurs dans ses commentaires de finalement abaisser ses perspectives pour 2024 sur l'inflation. Ça montre qu'il y a une confiance dans la capacité de la Fed à continuer à faire baisser cette inflation. Je le pense sincèrement. On voit que les pressions inflationnistes, notamment sur le marché du travail, diminuent aujourd'hui. Les salaires, par exemple, croissent aujourd'hui moins vite qu'ils ne le faisaient il y a encore quelques mois. Mais c'est une pause, puisque les responsables de la Fed anticipent, quand on leur pose la question, encore une hausse supplémentaire, a priori d'ici la fin de l'année. Elle est vraiment nécessaire, ça change vraiment quelque chose, une hausse de taux de plus quand on est dans cette fourchette autour de 5,25, 5,5. Non, très objectivement, je ne pense pas que cette hausse aura lieu, mais il est important, lorsqu'on gère la politique monétaire en fait, d'une zone comme les États-Unis, de laisser la porte ouverte. Je pense qu'il ne faut pas aujourd'hui fermer de porte. On a vu que d'autres pays, l'Australie, le Canada, ont dû, après des pauses, continuer à remonter les taux. Donc je pense que pour les marchés, il est important de laisser un signal que si les choses devaient se détériorer sur le front de l'inflation, eh bien la Fed aurait encore la capacité d'augmenter les taux et estime que c'est encore quelque chose qui est tout à fait envisageable. Mais c'est une option. Même si ça reste une option pour vous. Ça reste une option, même si c'est objectivement, au vu de nos perspectives économiques chez JP Morgan Asset Management, relativement peu probable. Oui, comme il y a la Fed qui anticipe quand même 1,5% de croissance pour l'an prochain. On vient de 1, donc c'est quand même sensiblement plus. Donc Exactement, elle a rehaussé aussi ses prévisions de croissance pour 2023, pour cette année. Donc la récession n'est pas du tout en vue, on n'aura jamais vu cette récession. On est plutôt vraiment pour le coup sur une réussite pour la Fed avec cet atterrissage en douceur qu'on attendait. Jusqu'ici, je pense que c'est le scénario idéal pour la Fed. On n'aurait pas, en tout cas, osé espérer encore au début de l'année que ce soit possible, notamment sur le marché du travail, puisqu'on pouvait craindre que la seule manière finalement de faire baisser l'inflation était d'entraîner une forte remontée du taux de chômage. On est toujours en dessous de 4%. La Fed attend 4,1 pour l'an prochain. C'est des niveaux d'emploi qui sont historiquement élevés, les taux de chômage qui sont historiquement bas. Et pour autant, les pressions salariales sur le marché de l'emploi commencent à baisser. On a des salaires qui croissent moins vite. On voit qu'on avait au plus fort, en tout cas de la crise sur le marché du travail, en tout cas pour trouver des ressources humaines, on avait 11 millions de jobs à pourvoir, il y avait plus de 2 emplois vacants pour chaque demandeur d'emploi. Aujourd'hui, on est tombé sous les 8 millions, donc c'est quelque chose qui est évidemment beaucoup plus... Ça a permis de rééquilibrer le rapport de force entre employeurs et employés. Et puis on voit aujourd'hui que le taux de démission aux États-Unis, on avait parlé pendant une période, c'était une grande démission, qui montrait que les Américains voulaient des jobs plus en ligne avec leurs aspirations personnelles. Aujourd'hui, on voit que les Américains retrouvent en tout cas de la valeur dans leur emploi et on voit que le taux de démission baisse, ce qui vient ici illustrer également un meilleur rapport de force entre employeurs et employés et des pressions salariales qui baissent dans la foulée. Ouais, on sent quand même dans le discours de Jérôme Powell de la confiance dans la consistance et de la croissance américaine, même si la consommation montre quand même des signes de fléchissement et qui étaient attendus. Pourquoi ? Il y a les prix à la pompe quand même, les Américains sont touchés par les prix de l'essence qui remontent. Et puis il y a aussi, c'est vrai, de plus en plus, dit-on, de défauts sur les cartes de crédit, les prêts auto, les crédits IMO. Ça commence à craquer un peu, craqueler, se fissurer un peu au niveau du consommateur, rien d'inquiétant. Sans doute, il faut dire qu'on a 2 années exceptionnelles sur le front de la consommation. Les Américains, comme nous, durant la période de Covid, accumulé évidemment un stock d'épargne tout à fait significatif, dopé d'ailleurs par les chèques que le gouvernement octroyait à la population pour la soutenir durant la période la plus difficile. Une situation de plein emploi, donc c'est vrai que le consommateur américain était boosté finalement en la matière et la consommation de manière générale était boostée. Maintenant, on voit que le stock d'épargne excédentaire tend à, diminuer. Il a presque été intégralement dépensé. Et pour ce qui reste, c'est sans doute dans les poches des plus nantis, donc peut-être pas appelé à être dépensé. On voit évidemment en effet que pour ceux qui ont déjà dépensé leur stock d'épargne, il y a un réendettement, notamment par les cartes de crédit et ainsi de suite, et on peut aussi là voir des défauts s'opérer. Cela étant, fondamentalement, je ne suis pas inquiet sur la consommation américaine. Elle va ralentir, certes, mais elle va tenir tant que le taux d'emploi reste où il est. Donc pas d'inquiétude sur les Au moins, la clé de voûte, c'est est-ce que les hommes américains gardent un job ? Et aujourd'hui, dans les perspectives qu'on a pour l'année à venir,
La réponse est oui. Et donc ça, c'est évidemment de bon augure pour la consommation, même si pour les différents facteurs que vous venez d'évoquer, évidemment, cette consommation ne va pas rester au niveau où elle était en 2022 et 2023. Elle va sans doute s'affaisser. Elle prévoit, la Fed, quand même, 2,5% d'inflation. C'est fort, quand même, hein. Alors, Pour 2024. Oui, et au-delà, je pense que c'est sans doute 2,2 une tendance à laquelle il faut se préparer. Je pense que c'est en tout cas la vue chez JP Morgan Asset Mission Management. accomplie, quasiment, hein, à peu de choses près. Mission accomplie, mais en même temps, c'est quand même un changement, en tout cas, de paradigme sur l'inflation. On vient de quitter quand même une décennie d'inflation basse, globalement en Occident. On a eu 18 mois d'hyperinflation. Et aujourd'hui, pour la décennie ou deux à venir, on s'attend à une inflation qui sera plus en ligne avec l'objectif des banques centrales, voire légèrement au-dessus dans le cas d'espèces de la Fed. Donc ça veut dire aussi que pour les épargnants, les investisseurs qui nous écoutent, l'inflation, l'hyperinflation est certes maîtrisée, mais il faudra dorénavant composer avec plus d'inflation qu'on ne l'a fait ces 10 dernières années. Ouais. Et donc ça nous donne quoi, et on se quitte là-dessus, Vincent Juvin, en matière de taux d'intérêt sur les prochains trimestres? Je sais que les marchés s'excitent souvent à anticiper des baisses de taux de la Fed dès 2024. C'est l'épais brouillard là-dessus pour l'instant? Alors je le pense, et les estimations sont, à mon avis, un peu au doigt mouillé. Ça dépendra de l'évolution de la croissance. Et aujourd'hui, pour les 9 prochains mois, on voit qu'elle est bien orientée. Au-delà, ça reste quand même un petit Donc peu a priori, pas de baisse de taux tout de suite, hein? Pas de baisse de taux tout de suite, mais je pense que pour les investisseurs, ce qui est important, et les épargnants, de se dire, c'est qu'aujourd'hui, on a des taux très élevés, vous les mentionnez, les taux Fed Fund. On va rester vraisemblablement avec des taux plus élevés plus longtemps. C'est le message d'hier soir. Et à un moment, lorsque la situation économique le justifiera, on verra ces taux baisser. Et j'ai envie de dire pour l'épargnant et les investisseurs, peu importe, dans le temps de détention des actifs qu'ils vont acheter aujourd'hui. Par exemple, on estime, nous, qu'il est important aujourd'hui de revenir sur les marchés obligataires. C'est la meilleure manière de sécuriser les rendements du cash, de les pérenniser sur le moyen long terme. Mais vous achetez une obligation treasuries américaine aujourd'hui, vous avez 4,4%. Eh bien, vous avez au moins ce rendement durant la durée de détention. Et vous savez que dans les 2-3 prochaines années, il y aura une baisse de taux. Là, je vous l'annonce avec certitude. Oui, 2 ou 3 ans. Évidemment. Donc vous aurez des gains en capitaux qui viendront s'ajouter à cette excellence. Si on a envie de sortir avec du gain capital, peut-être qu'on a envie de rester, de toucher ces 4,4% tous les ans. Et là, très bien. Mais donc ça veut dire que finalement, le buy and hold, c'est bien aussi. Sans faire de plan sur la comète à 10 ans, relativement court terme, vous êtes gagnant sur ce temps de support obligataire, raison pour laquelle le monde de la gestion, et particulièrement chez JP Morgan, on met évidemment en avant ce type de classe d'actifs aujourd'hui qui finalement passe très bien dans le contexte monétaire et économique aux États-Unis. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé. Merci à vous. Vincent Juvin, stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Merci à vous.